Bonjour à tous, ce matin on va reviser l'hémostase pour mieux comprendre nos anticoagulants. C'est sûr que ça se veut vraiment vulgariser le plus simple possible, il existe beaucoup plus de facteurs que ceux que je vais parler dans cette vidéo-là. Le processus est beaucoup plus complexe. Moi mon but c'est de rendre ça le plus simple possible pour que tu sois capable de comprendre ce que tu administres aux patients et pourquoi il y a un facteur de danger et comment ça se passe dans tout ça. Donc, la première étape, c'est de retourner au système cardiovasculaire pour revoir un peu l'hémostase. Donc, allons-y ensemble. Première étape, la vasoconstriction. En fait, sous l'effet de la lésion, qu'elle soit causée par une coupure, un impact violent, on se cogne, une rupture de petits capillaires ou encore de petites artérioles ou encore d'artères de veine, dépendant en fait quelle est l'origine de la lésion. Ça peut être aussi le fait que je fasse une glycémie ou une ponction veineuse. C'est pour ça qu'avec quelqu'un qui est anticoagulé, tu te souviens qu'on va faire la pression un petit peu plus longtemps, de 3 à 5 minutes. Donc, sous l'effet de la lésion, de la brèche qui est insérée dans mon vaisseau sanguin, il y a un réflexe de vasoconstriction. Vasoconstriction, tout de suite, le vaisseau sanguin rapetisse et se serre pour qu'il y ait une moins grande perte de sang. C'est vraiment une réaction réflexe. Deuxième étape, l'hémostase. L'hémostase, c'est la formation du clou plaquettaire. Moi, je la divise en deux étapes. La première, c'est comme si c'était le premier répondant. Aussitôt qu'il y a une brèche, les plaquettes que j'ai dessinées ici en bleu, fait que je vais te montrer ça ici comme ça, qui sont en bleu, vont s'agglutiner autour, s'agglomérer sur la brèche, autour de la brèche. En fait, aussitôt que les plaquettes remarquent la brèche, elles font une réaction aussi d'alerte. Elles vont produire la sérotonine. Tu te souviens que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, mais aussi un neuromodulateur. La sérotonine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transmettre le message de douleur au niveau du cerveau. Ensuite, il y a la TXA2, qui est la thromboxane, qui va être produite. La thromboxane, elle va faire l'alerte pour alerter tous les facteurs de coagulation. Et il y a le collagène. Le collagène va permettre aux plaquettes d'un peu se coller. Pas beaucoup, mais comme s'ils se tenaient la main et qu'ils étaient collés ensemble pour former un rond, pour empêcher le plus possible le sang de passer. Mais comme tu remarques sur mon image, ben le sang, il continue quand même de s'écouler. Mon clou plaquettaire est mou. Mon clou plaquettaire est vulnérable et il n'est pas solide. Donc, ça me prend tout de suite la deuxième étape. La deuxième étape, la thromboxane, va activer les facteurs de coagulation. Dans les facteurs de coagulation, il y en a plusieurs. Oups, c'est la pause pour faire la danse, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Ouh. Donc, c'est pas ça du tout que je veux vous montrer. On va oublier la pause santé à matin. Donc, facteurs de coagulation, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup plus que seulement le facteur X. Là. Il y a tous les facteurs aussi qui sont produits par la synthèse de la vitamine K, donc le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Okay? Mais ici, dans mes facteurs de coagulation, le 10 m'importe plus pour ce que j'ai à vous expliquer parce que c'est celui-là qui va prendre la prothrombine et la transformer en thrombine. La prothrombine, si tu étais dans ma classe, c'est celui qui se promène incognito, qui est soluble dans le sang et qui est comme Clyde avant de se transformer en Superman. Donc, il est là, il a ses lunettes d'agent secret, il se promène, il ne réagit pas. En fait, quand le facteur X est arrivé, la prothrombine va arriver sur les lieux, remarquer qu'il y a une lésion et se transformer en super-héros. Donc, j'ai mis sa cape. C'est une image pour t'expliquer que quand le facteur 2 est activé, il peut ensuite transformer la fibrinogène, qui est soluble dans le sang, en fibrine. La fibrinogène, sur mon premier dessin, je l'ai mis ici sous forme de filaments. Donc, c'est des filaments qui sont solubles dans le sang, ce n'est pas dangereux. Mais la fibrinogène, une fois qu'elle est activée, va aller faire comme une contention, une ceinture de sécurité, un filet très très serré et va devenir insoluble. Donc, elle va devenir solide. Ce qui va faire que mon clou plaquettaire va se consolider et qui va devenir impossible pour les globules rouges de passer
Donc, la coagulation va être terminée, ça va se solidifier. Mais on ne peut pas laisser des agents solides, de la fibrine solide dans mon sang, parce que sinon, ça serait dangereux de faire un embolie, un AVC, un infarctus, parce que ça pourrait me faire des clous plaquetaires à l'intérieur. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Ce qui fait qu'une fois que la brèche est consolidée, que le clou est formé, il est dur, il est sèche, la brèche est réparée, l'écoulement sanguin est cessé. Donc, on a enrayé l'hémorragie. Bien, il y a une enzyme qui va être libérée pour transformer de nouveau la fibrine, mais cette fois en fibrinogène. Et la fibrinogène, bien, elle est soluble. Maintenant, partie 2, on va aller voir l'effet des anticoagulants. Donc, voilà. Les anticoagulants qu'on donne le plus souvent vont agir au niveau, entre autres, de la première et la deuxième étape. En fait, ceux qu'on donne beaucoup, qui vont aller agir sur la première étape, au niveau des plaquettes, ce sont les antiplaquetaires. Tu vas administrer ça à l'hôpital, souvent l'aspirine pour bébé, que l'on donne pour l'anticoagulation, le Plavix, la Grenox. On les donne beaucoup et eux autres vont aller agir sur l'alerte, en fait. Donc, ils inhibent la production de thromboxane, donc de TXA2. Fait que c'est ici qu'ils vont agir. Il va y avoir encore une alerte de douleur, en cause que je vais aller former ma sérotonine. Il va y avoir encore du collagène, donc je vais pouvoir coller un petit peu mes plaquettes, mais ça va demeurer très mou. Fait que c'est beaucoup trop long en inhibant le signal de la TXA2 de durcir mon caillot parce que mon sang, en éliminant, pas en éliminant, mais en diminuant beaucoup le TXA2, il va avoir une moins grande formation de fibrinogène en fibrine, moins de prothrombine en thrombine. Donc, je vais aller ralentir beaucoup mon processus de coagulation. Donc, ce sera pour mes antiplaquetaires. Ensuite, on va aller voir ce qu'on donne aussi qui vont agir sur l'hémostase 2. Ça, tu en donnes beaucoup aussi. Il va y avoir ceux qui sont très rapides, qui vont être injectables, donc les inhibiteurs de facteur 2 et facteur X. Donc, ça, c'est héparine, fragmin, Lovenox, qu'on donne beaucoup aux patients hospitalisés, au retour de chirurgie à un patient qui est alité longtemps. Donc, ceux-là, tu vas beaucoup les administrer en médecine chirurgie. Les inhibiteurs du facteur 2, en fait, le facteur 2, c'est la prothrombine. Le facteur X, c'est celui qui va activer la prothrombine. Donc, ils vont agir ici au niveau du facteur X et du facteur 2. Ils vont non seulement inhiber le facteur qui active la prothrombine, mais aussi la prothrombine. Donc, en inhibant ces deux facteurs-là, je viens bloquer, en tout cas ralentir énormément mon processus de coagulation parce que ces deux facteurs-là ont comme but de rendre ma fibrinogène en fibrine, de la rendre solide pour faire mon filet de sécurité. Là, c'est impossible de faire durcir mon clou plaquetaire, donc ça ralentit énormément mon processus de coagulation. Dans ceux-là, oui, on l'a dit, héparine, fragment, Lovenox. Aussi, quand vous voyez, là, il y a XA ou 2A, ça veut seulement dire que le facteur X est activé. Le facteur 2 est activé. Donc, quand vous voyez un A, c'est seulement pour dire qu'il est activé. Donc, quand on voit, par exemple, le NACO, c'est pour les nouveaux anticoagulants oraux directs. Donc, c'est la nouvelle génération, comme Eliquis, Praxada, Xarelto. Donc, ceux-là vont aller enrayer le facteur, ils vont l'empêcher de s'activer, le facteur X, donc de transformer la prothrombine en thrombine et d'envoyer mon signal à la fibrinogène de se transformer en fibrine. Donc, ils ont à peu près tous le même effet. L'anticoagulant oraux direct, donc l'ancienne génération qui comprenait Coumadin, le seul qu'on connaissait il y a quelques vingtaines d'années, quand j'ai fait mon cours, on donnait que du Coumadin comme anticoagulant oraux direct. Donc le Coumadin, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait inhiber il allait inhiber la synthèse de la vitamine K. En inhibant la synthèse de la vitamine K, qui est un coagulant, j'allais inhiber la production des facteurs qui étaient produits avec de la vitamine K. Donc, le facteur 2, la prothrombine, le facteur 10 qui active la prothrombine, mais aussi le facteur 7 et le facteur 9. Donc, en comprenant ça, tu viens de comprendre où agissent tes anticoagulants
soit tes antiplocataires, tes anticoagulants, nouvelle génération, ancienne génération, injectables. Et en plus de ça, tu viens de comprendre pourquoi le processus est ralenti. Fait que j'espère que ça a pu t'éclairer. On se revoit bientôt. Bye bye!